Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la belle ville d'Angers et nous avons l'immense plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Bernard Benatar. Monsieur Benatar, vous êtes philosophe du travail. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, de quoi s'occupe un philosophe du travail. Oui, c'est un terme un peu bizarre. En fait, Oui. Même philosophe, c'est déjà un peu bizarre. Alors du travail, n'en parlons pas. Mais enfin, en tout cas, je suis devenu philosophe du travail à force de me dire que dans le monde du travail, on se posait tout le temps des questions de sens. Et des gens qui se disaient en quête de sens, qui trouvaient leur travail trop absurde ou qui n'étaient pas en accord avec le sens de leur propre pratique. Et donc je me dis peut-être que c'est le métier d'un philosophe que d'aller questionner le sens et de le remettre en commun, de le réactualiser aussi entre l'idéal, par exemple, et puis ce qu'on est capable de faire, et puis ce qu'on nous demande de faire. Et donc finalement, et puis de réintroduire aussi des questions un peu plus universelles aussi. Donc le travail, ça produit de la philosophie. Et puis la philosophie aussi se mêle de ce qui ne la regarde pas. C'est-à-dire on dit, mais ici est la liberté, la justice et la vérité. Enfin bref, les grandes questions de la philosophie peuvent venir questionner le monde du travail pour l'aider à se réorganiser aussi. Dois-je comprendre que vous avez créé une nouvelle spécialité dans la philosophie ? Oui, je ne serais pas aussi prétentieux que ça en disant que j'ai créé une spécialité, mais oui, un peu, j'ai un peu créé. Depuis, moi ça fait 30 ans, mais depuis, il y a des masters qui sont spécialisés dans l'intervention philosophique dans le monde du travail. Mmh. Bon, moi, je suis allé dans un nombre d'endroits, de métiers, d'organisations, d'entreprises, privées, publiques, petites, grandes, services, industrie, etc. Je suis allé dans plein d'endroits. Aider à penser ensemble le sens du travail. Mmh. Aider à se ressourcer et aider à se mettre d'accord. Donc c'était foncièrement un métier de médiateur, en fait. D'emblée, ça a été un métier de médiateur. Ça veut dire que le questionnement philosophique devient finalement un outil ou un support, on pourrait dire. Un support du médiateur ou de la médiation. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert à travers ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme réponse, cette façon de questionner? Parce que souvent, quand on parle du travail ou quand on parle de la philosophie, c'est pas sérieux, c'est... Enfin, pas divaguer, si c'est sérieux, des fois c'est trop sérieux. Et le travail, c'est très sérieux par contre. Alors c'est pour ça... ou l'inverse. La philosophie, c'est sérieux parce que c'est universel et que ça dure depuis la nuit des temps et que le travail, des fois, c'est un peu trop éphémère ou quelque chose comme ça, ou trop volatile. Enfin, oui, des fois, c'est l'inverse. Enfin, mais en tout cas, c'est effectivement ce qui distingue la philosophie du travail. Parfois, c'est l'obsession de la productivité dans le monde du travail et finalement, d'une certaine manière, l'obsession du questionnement sans fin de la philosophie. Donc, cette productivité en philosophie, il faut la chercher à long terme. Et la productivité dans le travail, il faut la chercher à court terme. Effectivement, les rapports de temporalité entre le travail et la philosophie ne sont pas les mêmes. Et pourtant, c'est justement ça, du coup qui m'intéresse, moi, c'est d'introduire aussi des différés. On dit il y a des moments pour penser, il y a des moments pour agir, il y a des moments pour penser sur comment on agit et comment on a pensé son action. Et ça, et là aussi, c'est très proche de la médiation, parce que le mot médiation, il nous renvoie quand même au différé tout le temps. Le mot médiation s'oppose à l'immédiateté. Et donc, c'est à la fois une métaphore spatiale, on dit que c'est le milieu ou c'est le moyen terme, mais c'est aussi quand même le différé, la médiation. On ne passe pas tout de suite à l'action, on réfléchit, on paralyse même l'action, comme disait Hannah Arendt. Des fois, c'est intéressant de paralyser l'action au moment de commettre un crime, au moment de commettre une bêtise, quoi. C'est ça le... Oui. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret quand vous êtes intervenu? Et qu'est-ce que dans quel cadre et qu'est-ce que votre intervention a pu apporter, déclencher, décoincer dans un contexte? Je vais me rapprocher de l'objet de la table ronde, en fait, de la plénière de ce matin, puisqu'on était du côté de la santé et que ça fait pas mal de temps que j'interviens, entre autres mondes, que j'interviens dans des EHPAD, des maisons qui accueillent des résidents plutôt dépendants, donc des personnes âgées plutôt dépendantes. Puis ce sont des maisons médicalisées, dit-on. C'est peut-être un tort d'ailleurs. Mais enfin bref, donc ça fait quelque temps que j'interviens et j'intervenais au début et j'interviens encore d'ailleurs pour faire réfléchir le personnel sur la philosophie de la bientraitance. Donc on les serine à longueur de temps de bientraitance. Ils y voient souvent
une interrogation sur la maltraitance, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'aurait pas, pour être politiquement correct, remplacé le mot maltraitance par le mot bientraitance? Et puis finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'adopter des conduites automatiques pour ne surtout pas être maltraitant? Enfin bref, ce serait ça. Donc mon travail à moi, c'est de dire peut-être que c'est une humanité différente. La question de la recherche, la philosophie de la bientraitance, c'est pas seulement s'interdire d'être maltraitant, c'est pas seulement faire attention à chacun de ses gestes pour qu'il ne risque pas de provoquer une douleur, une souffrance, enfin, etc., ou une indignité, si on peut dire, mais c'est aussi se dire la bientraitance, comme ça l'était dans les pouponnières dans les années 60, la bientraitance, c'était de dire, compte tenu de cette condition de vie des personnes âgées qui sont enfermées entre quatre murs, enfermées dans leur corps, enfermées dans leur horizon temporel, eh bien, peut-être qu'il s'agit d'inventer comment on peut leur donner une vie meilleure ou une vie bonne dans cette vie qui n'est pas très bonne, quoi. Donc c'est ce questionnement qui est un questionnement, d'une certaine manière, d'innovation permanente, en fait. C'est pas seulement je fais attention ou je veille à supprimer les souffrances inutiles, ce qui peut être aussi le cas, hein, ça peut être aussi ça. Mais pas seulement ça, c'est aussi monter en humanité dans les EHPAD. Enfin, je crois que c'est cette question. Et comment on y monte? Probablement parce qu'on a sans cesse des trouvailles. Par exemple, pour donner des exemples, quand on réfléchit là-dessus, tout à coup, les soignants peuvent se dire « et si on mangeait avec les résidents ?» Une chose aussi bête. Eux, ils mangent à leur pause entre eux, enfin, et quand ils sont avec eux, c'est pour les servir. C'est-à-dire un résident qui est tout le temps servi, qui n'est pas avec des gens plus jeunes, des soignants, mais en tant que personne, pas seulement en tant que fonction. Ah, c'est finalement... un soignant qui vient manger avec lui, ça c'est une humanité partagée. Il y a quelque chose qui me vient là parce que je l'entends souvent quand on cherche des réponses à des questions en gestion de conflits, en gestion de tensions, mais on n'a pas le temps. Parce que le temps me semble être un facteur aujourd'hui qui est très très limité. Il y a quelqu'un qui dit que le temps c'est ce qui est le plus précieux aujourd'hui, hein, plus précieux que l'argent. Et souvent, dans ces maltraitances, il y a le fait qu'il faut faire vite, on n'a pas le temps, on a tant de minutes par personne, et puis il faut remplir les ordinateurs et les fichiers. Comment on réintroduit du temps là-dedans? Parce qu'une personne qui a besoin de parler ou qui est triste, il faudrait un peu plus de temps que pour une autre. Ça, je crois que vous pointez du doigt quelque chose d'assez essentiel. Et évidemment, la philosophie ne va pas redonner du temps aux institutions. Enfin, et même quand on parle de maltraitance, on pense à la maltraitance des anciens, enfin des résidents. Et je pense qu'il faudrait aussi penser à la maltraitance des soignants, évidemment, qui parce qu'ils manquent de temps, ont l'impression, souffrent de faire mal, quoi, souffrent de passer par-delà leur idéal professionnel. En fait, ce pourquoi ils font ce métier, c'est pour porter une attention particulière. C'est vraiment la logique c'est vraiment l'éthique du care qui anime les soignants la plupart du temps. Le care, c'est porter une attention singulière à chacun. Et évidemment, l'éthique de l'institution, c'est porter une attention égale à chacun. C'est donner un égal accès aux soins à chacun. Et ça, ce sont deux éthiques qui, je le dis exprès, volontairement, de manière non péjorative, pour l'institution a ses garde-fous et l'éthique du care a aussi ses garde-fous. Et donc, effectivement, s'il y a besoin de médiation, c'est aussi entre deux éthiques qui, parfois, ne savent pas se parler, avec évidemment une disproportion des forces, puisque côté direction, côté institution, il y a évidemment un rapport de force vis-à-vis des soignants qui doivent des fois remiser leur frustration, quoi. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de temps, enfin moi, souvent, le leitmotiv des soignants, c'est de dire « j'ai pas le droit, j'ai pas le temps ». Les soignants ou les ASH, les personnes qui font le ménage, mais même l'infirmière coordinatrice, même le médecin. Le médecin, il est sous injonction de l'ARS, il est sous injonction des familles. Enfin bref, il y en a beaucoup qui disent « j'ai pas le droit ». J'ai pas le droit, je peux pas. Comment on peut dire j'ai pas le droit? J'ai pas le droit de parler à quelqu'un? Non, c'est pas ça. J'ai pas le droit de quoi? Non, c'est pas ça. J'ai pas le droit de faire comme je trouverais qu'il serait bon de faire. Par exemple, le cuisinier, il aimerait bien faire à manger, servir des hors-d'œuvre qui soient pas à 5 degrés. Parce que manger un hors-d'œuvre à 5 degrés, c'est pas bon, quoi. Enfin bref. Et donc j'ai pas le droit, mais
est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur le bord du lit pour prendre un café avec un résident, ou est-ce que j'ai pas le temps? Et alors, justement, c'est ça la question. C'est-à-dire, moi, je dis, bien sûr, on ne peut pas redonner comme ça, de l'extérieur, du temps qu'ils n'ont pas. Par contre, on peut penser l'exception. Ça, oui. Et l'exception, dans ces milieux-là, ça rayonne. Et ça rayonne des fois longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on a introduit l'idée des bords de lit. Moi, j'ai appelé ça comme ça. C'est un peu le psychologue clinicien, il est au chevet du patient. Et le philosophe soignant, si on peut dire, il va faire un bord de lit pour avoir une conversation, un dialogue en humanité avec le résident. Un dialogue qui n'est pas seulement une relation de service où on vient, d'une certaine manière, chercher les besoins, les manques du résident, mais on vient s'intéresser au résident comme un interlocuteur valable. Donc il n'est pas seulement un résident, il n'est pas seulement un vieux, il n'est pas seulement surtout un être humain. Il peut être aussi, hein, d'une certaine manière, un interlocuteur valable, et puis il peut être aussi quelqu'un capable de transmission, il peut être source de valeur. Enfin bref, solliciter ces dimensions-là chez le résident, même une fois, 1 heure, une fois par mois, 1 demi-heure tous les 2 mois, même ça pour moi, ce sont des ouvertures en humanité. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche au cas par cas, dans chaque établissement c'est différent, quelles sont les marges de manœuvre, les initiatives. Et je peux vous dire que quand même, ça progresse. Donc cette réflexion, elle est pas seulement instrumentale, elle est pour moi philosophique, parce qu'elle dit quel sens ça a de penser la bientraitance du côté de l'innovation, et pas seulement du côté de la morale. Hein, quel sens ça a? Qu'est-ce que ça a dans mon métier de soignant d'ASH de pouvoir inventer des espaces de dialogue avec un résident? Qu'est-ce que c'est que lui donner la parole pour qu'il ne soit pas seulement un objet de service? Et donc on a aussi inventé, c'est ce que j'ai raconté ce matin, on disait j'aimerais bien... très très récemment, on a travaillé là-dessus, on dit qu'il faut réinventer aussi les espaces obligatoires, par exemple le CVS. Qu'est-ce que c'est le CVS? Le CVS, c'est le conseil, ou le comité, je ne me souviens plus, comité de la vie sociale, ou conseil de vie sociale. C'est une instance que la loi exige de mettre en place dans tous les EHPAD, d'ailleurs dans plein d'établissements d'accueil du public. Même dans une crèche, on est obligé d'en avoir un. Dans un foyer qui accueille des personnes en situation de handicap aussi. Enfin bref, la loi exige ça. Et souvent, comme c'est la loi qui l'exige, la réponse est un formalisme. Donc moi, j'ai assisté à des CVS où finalement se retrouvaient donc les familles des résidents, la direction, un membre du personnel et des résidents. Les résidents, des fois, dormaient. La direction apportait un PowerPoint pour montrer tout ce qu'ils avaient pu faire. Et puis, les familles avaient apporté leur liste de revendications ou de récriminations vis-à-vis de tout ce qu'ils avaient observé qui se faisait mal dans l'établissement. Et donc, finalement, c'est un dialogue un peu de sourd. Et là, pour le coup, moi, ce qui me semble faire médiation, c'est d'inventer des dispositifs qui favorisent une égalité de parole et qui favorisent la créativité collective ou l'intelligence collective. C'est ça qui me semble le plus faire médiation. Donc, le tiers médiateur que je suis à certains moments, évidemment, il va se retirer. Évidemment, on ne va pas rester tout le temps. Ils n'ont pas les moyens de me payer en permanence. Puis, de toute manière, je n'aurais pas envie d'y rester. Mais par contre, mon travail à moi, c'est de créer un espace tiers. Moi, j'appelle ça, c'est une référence philosophique, un espace parésiastique. C'est-à-dire, parésia, c'était une forme, un dispositif pour que les gens... C'était l'Antiquité grecque qui contribuait largement à la démocratie. C'était un dispositif qui est fait où on s'efforce de rechercher une égalité de parole, de rechercher une parole en vérité, un parler vrai, et de rechercher aussi un courage de la contradiction. Donc on crée un espace où finalement les statuts, les rôles, les fonctions, etc. se retirent un petit peu au profit d'un mieux dire ou d'un tout dire qui chercherait quand même des solutions communes, quoi. Monsieur Benatar, notre temps est écoulé. Ce que je retiens, c'est qu'un philosophe du travail
est un créateur d'ouverture d'espace d'humanité. Merci beaucoup. Merci.